Bonsoir à tous. Bienvenue à la Bibliothèque publique d'information dans le cadre de notre service Savoir Pratique et dans le cadre du cycle Vivre durable que nous organisons à la bibliothèque depuis janvier 2020. Nous vous proposons ce soir une rencontre autour de la décroissance. La décroissance peut-elle être un scénario pour une transition écologique réussie? C'est le titre de la rencontre de ce soir. Cette rencontre est animée par Aurélie Luneau, à qui je vais passer la parole et qui va présenter nos invités. Il y a une captation audio aussi, je vous redirai ça. Vous pourrez retrouver ça sur le site de la bibliothèque à l'issue de cette rencontre. Très bonne soirée. Merci à tous et merci d'être présents. Alors vous l'aurez compris, il y a un de nos deux invités, Benoît Thévard, qui est en chemin. Voilà, il vient de province, il était d'abord dans un TGV et maintenant dans les transports, mais il ne saurait tarder. Et ce que je vous propose, c'est de démarrer effectivement la présentation, puisque Agnès Sinaï, à mes côtés, a prévu de toute façon d'intervenir la première sur le scénario en question. Je voudrais tout d'abord aussi remercier la directrice de la BPI, qui nous permet aussi de vivre ces moments-là, Christine Carrier, également Adèle Martin, Marie Paillet qui vient de parler, qui est chargée de programmation au service Savoir Pratique, et toute son équipe, toute l'équipe en tout cas de ce service, qui vous propose ce cycle de conférences intitulé Vivre durable. Et je salue aussi Thomas et Alexandre qui nous permettent d'avoir la technique adéquate pour vous faire cette présentation. Alors nous sommes ensemble jusqu'à environ 20h30 sur le thème précis et futuriste aussi, la décroissance, scénario pour une transition écologique réussie, en tout cas futuriste dans un futur proche, vous le comprendrez. La séance se déroulera donc en 3 temps. Présentation de nos invités, de momentum et des raisons du scénario élaboré. Dans un deuxième temps, vous aurez effectivement la présentation détaillée par Agnès Sinaï, par Benoît Thévard du scénario en question. Et puis un temps de discussion, questions prévues avec vous dans la salle. Alors tout d'abord, peut-être quelques rappels. Nous vivons désormais dans une ère dite de l'Anthropocène, qui voit un bouleversement systémique d'origine humaine, une ère marquée par un réchauffement climatique dont les causes et les effets sont identifiés et renseignés dorénavant par des chercheurs et des scientifiques du monde entier. Mais force est quand même de constater que l'ampleur du changement en cours et ses conséquences ne sont pas toujours bien compris. Aussi, face à ce risque d'effondrement des sociétés thermo-industrielles, des citoyens, des analystes réfléchissent à des modèles résilients, des modèles de décroissance, d'autonomie alimentaire, de sobriété, une transformation totale de nos modes de vie qui offrirait à nous tous, aux habitants, de reprendre leur avenir en main, de se libérer de la mondialisation et de ses dépendances, de réduire la consommation de ressources énergétiques en l'occurrence. En un mot, de vivre autrement, de façon plus sobre, tout en préservant la terre, les écosystèmes et le vivant. Et le vivant, ce n'est pas que la faune, la flore, c'est nous avec, bien sûr, puisque la terre nous survivra, mais l'homme aura peut-être pas cette chance. Aussi, parmi ces scénarios, celui qui va vous être présenté ce soir, c'est le scénario Momentum, qui est un contre-modèle face au gigantisme des métropoles. Une proposition, vous le comprendrez, pour réinventer nos territoires, pour découvrir aussi d'autres échelles, des échelles de vie, comme les biorégions où la décroissance pourrait conduire à une transition écologique réussie. Je me tourne tout de suite vers Agnès Sinaï. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes journaliste, enseignante à Sciences Po et fondatrice de l'Institut Momentum. Vous avez dirigé, je le précise, pour ceux qui voudraient aller plus loin aussi à travers les livres, puisque nous sommes à la BPI. Vous avez dirigé les livres Penser la décroissance, Économie de l'après-croissance et Gouverner la décroissance, des livres édités aux presses de Sciences Po dans la collection Nouveaux débats. Alors parlez-nous de cet institut que vous avez fondé en fait en 2011, c'est ça ? Oui, cet institut, nous l'avons fondé à mon initiative avec une vingtaine de personnes qui étaient sensibles aux questions liées à la décroissance, aux questions liées à l'Anthropocène, qui n'était pas encore un débat très, très en vogue à l'époque. La question de l'Anthropocène, le sentiment de vivre une ère de grande accélération, et comment les politiques allaient se saisir ou pourraient se saisir de ces nouveaux enjeux de transformation accélérée du vivant,
de la sensation à suivre les conférences climatiques successives, les conférences sur la biodiversité, d'une espèce de décalage entre les politiques mainstream et l'accélération de la dégradation du monde. Et donc avec cette préoccupation qui nous habitait, de développer des réflexions en adéquation avec ce sentiment d'urgence qui était le nôtre et qui l'est encore, mais qui est de plus en plus partagé par nos concitoyens, ce qui est une bonne chose. Donc notre enjeu de départ, c'était comment investir ce caractère inédit de cette époque de l'Anthropocène qui, nous l'avons identifié comme une discontinuité totale dans l'histoire de la Terre et dans l'histoire des sociétés humaines, un tournant exponentiel où on voit les courbes de croissance depuis les années 1950 coïncider avec ces courbes de dérèglement des principaux paramètres du système Terre et de décollage des gaz à effet de serre, accélération de la dégradation de tous les cycles écologiques. Bref, comment politiser la question de l'Anthropocène autrement que par le greenwashing d'une transition écologique promue à l'époque par Ségolène Royal et d'autres, mais qui continue sous la forme d'habits verts de la croissance à notre sens. Donc il y avait aussi dans la fondation de cet Institut Momentum le désir de briser un peu la glace, briser ces clichés finalement, ce discours faussement transitionneur qui est le discours gouvernemental pour poser la question de l'urgence et ne même oser poser la question de l'effondrement. Et de l'après. Et de l'après. Est-ce que l'après, ce sera un crash? Est-ce que l'après, ce sera une descente énergétique créative comme le propose la permaculture? Est-ce que ce sera du green tech, mais jusqu'à quel point on pourra faire rouler des véhicules électriques et gérer des réseaux dits intelligents dans un monde instable, avec des risques d'interruption de la mondialisation par des épidémies ou autres crises financières, voire des crises énergétiques, plus le mur énergétique de l'arrêt des centrales nucléaires en France et le fait que les renouvelables ne remplaceront jamais cette jauge gigantesque fournie par le pétrole qui reste à 97% le carburant des économies et surtout des transports. Donc voilà, toutes ces questions qui étaient aussi héritées d'une revue à laquelle nous contribuions jusqu'en 2015, qui s'appelait Anthropia, qui posait la question de l'entropie justement des systèmes industriels. Il y avait beaucoup de contributions philosophiques, anthropologiques, mais aussi politiques à cette revue Anthropia qui a duré une dizaine d'années, qui était une revue sur la décroissance, mais non pas forcément au sens d'un déclin, la décroissance, mais au sens d'une refondation d'un autre mode de vie. Dans un mode de vie qui accepterait de poser la question des limites, en fait, et de décoloniser son imaginaire. Voilà. Alors, quand vous dites « nous », c'est qui concrètement ? Alors nous, voilà, un noyau d'une vingtaine de personnes. Yves Cochet est ici, c'est un des fondateurs, cofondateurs de l'Institut Momentum. Des chercheurs comme Luc Semel, qui depuis a publié un livre qui s'appelle Face à l'effondrement, Mathilde Choubat, qui travaille sur la question du rationnement énergétique et qui travaille à Sciences Po Lille. Donc il y a un aspect universitaire dans ce réseau de l'Institut Momentum, mais pas seulement. Des journalistes, des chercheurs indépendants comme Pablo Servigne, qui nous a rejoint autour de 2011. Donc, que l'on connaît bien pour la collapsologie. Et en fait, il illustré un des premiers qui a renseigné. J'oserais dire que la collapsologie existait, mais sans ce néologisme, et que c'est aussi par le biais de ces rencontres au sein de cet Institut Momentum, qui était donc une espèce de réseau d'échanges, de pensée citoyen, je précise qu'on n'est pas financé par quiconque. On avait des petits financements par-ci par-là, mais notre but n'était pas de devenir des professionnels. A priori, voilà, un réseau de citoyens. Et notamment Benoît Thévard qui nous rejoint. Notre ami cher Benoît, qui est qui est membre aussi du bureau, enfin du
conseil d'administration de l'Institut Momentum, bref, voilà, et qui est chercheur indépendant, qui a fait beaucoup de conférences sur l'après-pétrole et le peak oil, hein. C'est un précurseur du sujet, Benoît. Et voilà, et en fait, cet Institut Momentum, c'est aussi un réseau convivial, amical, l'amitié dans la pensée, ouvert, donc... vous pouvez venir assister à nos séminaires. On a eu la chance d'avoir une salle un peu plus grande maintenant. N'importe qui peut venir, adhérer, en faire partie. Oui, tout à fait. Même sans adhérer, on peut venir suivre un séminaire. Ça se passe un samedi par mois. Et maintenant, on est généreusement hébergé par la Fondation pour le progrès de l'homme, parce que notre salle, dans le 13e arrondissement, rue de la Colonie, que nous partagions d'ailleurs avec l'Institut Négawatt, qui est venu la semaine dernière ici même. Bref, voilà, autant de réseaux d'affinités comme ça qui se recoupent au fil des années, qui permettent de faire émerger des réflexions fortes. Hein, et donc, vous avez tous travaillé comme Pablo, sur comme ce Yves scénario. Cochet, comme Benoît Thévard. Les choses commencent à être entendu, ça vibre, et c'est ça le momentum, hein, c'est qu'on avait l'impression de vibrer. Déjà, on avait une très forte intuition que ces thématiques allaient être incontournables. Voilà. Alors je me tourne vers vous, Benoît Thévard, hein, vous venez d'arriver, merci d'être avec nous. Ingénieur et membre administrateur de l'Institut Momentum, impliqué aussi sur le territoire, hein, dans l'Orléanais, pardon, c'est ça ? Oui, tout à fait. À Châteauneuf-sur-Loire, 30 km d'Orléans, où j'ai impulsé une initiative de transition il y a 7-8 ans. Donc voilà, on essaye d'appliquer un petit peu ce dont on parle. Voilà, on se sert un petit peu d'eau, voilà, parce que vous avez couru quand même entre le TGV et les transports en commun qui vous permettent d'arriver. Bon, ce sont quand même des moyens de transport peu polluants. Non, en fait, là, il y a eu un problème de train, donc je suis venu en covoiturage. Ah, bon. Donc votre empreinte carbone a augmenté, c'est ça ? Voilà, c'est ça. C'est ça. Alors, peut-être dites-nous, Benoît Thévard, qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à intégrer justement Momentum, les principes de la démarche, et puis comment vous avez travaillé peut-être les uns les autres sur ce scénario que vous allez nous présenter ? Alors, bonsoir. Alors, en fait... j'ai travaillé un certain nombre d'années dans l'aéronautique à Toulouse, donc voilà, à construire des avions. Et quand j'ai commencé à m'intéresser aux questions de l'énergie et des limites, notamment de l'accès aux énergies fossiles, je me suis dit, c'est pas forcément un secteur d'avenir. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai changé de carrière. Et quand j'ai commencé un peu à fouiller le sujet et à voir à quel point, en fait, les courbes risquaient de s'inverser, et notamment... ce dont on va parler, mais en tout cas, avec le rapport du Club de Rome qui montre que toutes ces exponentielles vont à un moment donné atteindre un maximum et redescendre. Donc un rapport qui date de 1972 hein, déjà. Exactement, voilà. Donc, et qui a été un petit peu réactualisé et qui montre qu'en effet on est bien sur ce genre de scénario. J'ai fait un certain nombre de conférences en tout cas pour expliquer les problématiques énergétiques, puisque voilà, j'étais devenu ingénieur en énergie, donc j'en ai profité pour essayer de sensibiliser sur ce sujet-là. Donc mon entrée était énergétique, mais en fait, je me suis aussi rendu compte qu'en touchant à l'énergie, on touchait à tout. Et que si on s'intéressait encore plus spécifiquement au pétrole, on se rendait compte que sans pétrole, il n'y a juste plus rien qui fonctionne dans une société comme la nôtre. Et donc c'était aussi un petit peu l'objet de ce travail qu'on a mené ensemble avec l'Institut. Et donc comment il se passe quoi dans notre région si on enlève quelque chose qui s'appelle le pétrole, et donc à quoi ça peut ressembler. Alors avant de plonger dans le scénario qui va nous emmener loin effectivement, et comme je disais dans une projection futuriste, qu'est-ce qui rend nos villes vulnérables aujourd'hui ? Agnès Sinaï. C'est plutôt Benoît qui va creuser ce sujet. Allez-y. Eh bien en fait, alors il y a la question des villes et puis il y a la question des mégapoles qui sont encore un autre sujet, et mégapoles comme celle de Paris et bien d'autres dans le monde. Aujourd'hui, la plupart des prospectives nous indiquent que bientôt l'essentiel de l'humanité vivra dans les villes et que ça devrait bien se passer. L'hypothèse qu'on formule, c'est pas tout à fait la même. C'est-à-dire qu'effectivement, pour avoir autant de populations concentrées à un même endroit, eh bien, il faut avoir un niveau d'efficience dans la gestion des flux, que ce soit des flux d'énergie, d'eau, de matière, que ce soit en alimentation ou autre, de transport,
qui soit extrêmement bien huilé et qui ne supporte pas le moindre défaillance. Et donc aujourd'hui, on en est à ce stade en fait où les villes se sont constituées, notamment depuis le début de l'ère pétrolière, donc on va dire depuis le premier tiers du XXe siècle, où on a commencé à avoir effectivement ce début de la grande accélération. Et donc à partir de là, en fait, la taille des villes s'est complètement décorrélée avec la capacité portante des territoires, c'est-à-dire la capacité à répondre à leurs besoins en termes d'alimentation, d'énergie et autres. Et donc à partir de là, ça a été une grande transformation, puisque évidemment, si on se pose la question de la résilience alimentaire d'une ville comme Tokyo, avec plus de 35 millions d'habitants, de fait, on se rend compte qu'on peut bien essayer d'imaginer toutes les technologies du monde. Demain, s'il n'y a pas de pétrole, il n'y a plus de ville comme Tokyo. Et donc, la question, on se l'est posée sur l'Île-de-France et on s'est rendu compte que la résilience d'un territoire comme l'Île-de-France ne coule pas de source, ne va pas de soi. Donc ce que vous dites, c'est que finalement, cette métropolisation, elle va aussi, ou elle est allée grandement ces dernières décennies avec un étalement urbain. Il faut quand même rappeler que tous les 10 ans, c'est l'équivalent d'un département français qui disparaît sous le béton. D'où une remise en question radicale des sociétés modernes. C'est ce que vous allez nous présenter dans le scénario. Et cette nécessité de renouer des liens entre ville et campagne. Agnès Sinaï. Oui. Aujourd'hui, on nous parle de métropole, on nous vend des métropoles attractives avec des aéroports, des centres commerciaux. C'est le modèle dominant. C'est un modèle qui repose, comme l'a dit Benoît, sur une importation permanente de flux gigantesques, en particulier de flux énergétiques, mais pas seulement. Et en même temps, c'est une forme de dissipation du point de vue anthropique. Je ne veux pas être trop compliqué, mais cette gabégie énergétique a un revers chaotique, et notamment le fait de développer des métropoles énormes. Effectivement, c'est un élément de vulnérabilité. Alors, il existe un contre-modèle au modèle métropolitain, qui est incarné par le Grand Paris. Pour le coup, notre étude s'ancre dans le territoire francilien. Et on a utilisé le concept de biorégion qui se présente comme l'antidote en réalité aux métropoles, c'est-à-dire des régions de peuplement humain qui vivent de la capacité de charge des territoires qui les entourent. Cette notion de capacité de charge qui est opposée à la notion de dépassement. En écologie, on parle de overshoot en anglais. J'aime bien ce concept, c'est le concept du débordement, du dépassement. Les métropoles, c'est la figure de l'overshoot. Et à l'inverse, les biorégions, c'est l'idée d'autosuffisance territoriale, de sobriété, d'équilibre entre les implantations humaines et la capacité de charge des écosystèmes. Et donc, la première approche de ce concept a été développée dans les années 70, comme souvent en Californie, et remise au goût du jour en une version urbaine par un géographe italien qui s'appelle Alberto Maniaghi et qui propose le concept de biorégion urbaine comme antidote à la dérive des métropoles. Donc la nécessité de changer nos échelles de vie, c'est ce que vous dites. Complètement, donc centré sur la question de redimensionnement des échelles de vie. Benoît Thévard, on parle des années 70, mais enfin, on peut remonter plus loin, rapidement, on ne va pas faire un cours d'histoire non plus, mais il y a eu des pionniers de cette vision biorégionale déjà au 19e siècle. Alors là, c'est Agnès Sinaï. Mais les deux sont tellement complémentaires. Agnès Sinaï, c'est vous. Voilà, c'est ça, on a été... Oui, il y a eu toute une généalogie de cette pensée, qui est d'abord une pensée donc ça remonte plus loin, régionaliste, avec Patrick Geddes, un géographe américain, Louis Mumford, un autre géographe historien américain passionnant, Mumford, qui proposait une initiative de planification régionale et non pas de découpage en États aux États-Unis, mais de découpage en régions, y compris dans les villes, avec une sensibilité forte à la notion de cité-jardin aussi, qui remonte presque au XVIIIe siècle en Angleterre, avec l'urbaniste Ebenezer Howard qui a créé les premières cités-jardins anglaises. Enfin, toutes ces pensées ont donné lieu effectivement
à la notion de biorégion qui conserve l'idée d'un régionalisme, mais avec une notion du vivant en son cœur. Hein. C'est une région gouvernée par la nature. C'est comme ça que Kirkpatrick Sale, qui est le principal tenant de cette notion de biorégion, qui est un Américain né dans les années 1940, donc qui est toujours vivant et qui est toujours très actif, et qui vient d'ailleurs d'être traduit en français et publié aux éditions Wild Project, l'art de réhabiter, un manifeste biorégional. Donc la notion aussi de re-inhabiting, de réhabiter un territoire et de ne plus être seulement un habitant consommateur de flux à travers des interrupteurs et des robinets, mais un habitant coproducteur, un acteur de son territoire et de ses modes d'existence. Enfin, voilà. Je vous propose de plonger dans votre scénario, ce scénario post-urbain que vous portez à l'Institut Momentum. C'est à vous. Donc voilà, on a proposé que Benoît resitue le contexte de l'étude. Eh bien, en fait, donc, comme Agnès vous l'a présenté sur les activités de l'Institut, en tout cas, on fait le constat de ce dépassement chronique et systématique à tous les niveaux. Et en fait, nous avons eu l'occasion d'avoir le Forum Vie Mobile, qui est un laboratoire d'idées de la SNCF, et qui a voulu s'interroger sur le monde d'après, qui serait un monde sans voiture et éventuellement un monde sans pétrole. Et donc il y a eu, on va dire, deux types de travaux envisagés. Un plutôt confié à des géographes basés sur des travaux statistiques où en gros on prend le monde tel qu'il est, on enlève la voiture et on regarde ce qui se passe. Et puis une vision un peu plus systémique et peut-être un peu plus j'ai envie de dire romancée, en tout cas un scénario plus qui transforme plus radicalement encore le monde dans lequel on vit, c'est-à-dire voilà, où on imagine vraiment des transformations à tous les niveaux du mode de vie. Et donc, la question qui s'est posée, elle était aussi liée bien sûr à la question de l'effondrement, c'est-à-dire eh bien, si ce système hyper efficient que l'on a aujourd'hui, il vient à lâcher, eh bien, comment on peut imaginer que le monde se redessine derrière. Et donc le monde qu'on a essayé de tracer, eh bien, c'est à la fois une inspiration. Alors, qu'on soit bien d'accord, un scénario n'est pas une prévision. D'accord, hein, ça ne veut pas dire ça va se passer comme ça. C'est juste quelque chose qui doit servir, qui a pour objectif de servir d'inspiration, de se dire aujourd'hui, on a plutôt des scénarios, comme dit Yves Cochet régulièrement, continuistes, c'est-à-dire où on imagine un lendemain sans rupture. Et nous, on a fait un autre pari, c'est-à-dire celui d'un lendemain où il y a eu une rupture profonde et où eh bien, la vie dans laquelle nous évoluons n'est plus du tout la même. Et donc, c'est ce pari-là qu'on a fait et ce travail qu'on a mené. Alors, c'est vrai qu'on a des compétences et des spécificités assez complémentaires. Et c'est la raison pour laquelle on ne répond pas forcément toujours aux mêmes questions de la même manière. Mais en tout cas, c'était aussi l'idée justement de ce travail qui était assez complexe et systémique. C'est pas que de la technique, c'est pas que de la sociologie, c'est pas que de la politique, etc. Et donc il a fallu faire ce travail de manière à ce qu'il soit le plus complet possible et en même temps qu'il puisse donner à voir avec un certain nombre d'éléments factuels, chiffrés. Donc voilà, c'était un peu en tout cas l'idée de ce lancement. Alors, on va dire que ce scénario s'appuie sur deux piliers essentiels. Donc le pilier de où est-ce qu'on veut aller, c'est-à-dire la notion de biorégion que va un peu plus vous décrire Agnès juste après, et la question de la fragilité et de la résilience. En fait, justement, cette idée de l'effondrement se base aussi sur le fait qu'on a un certain nombre de systèmes qui sont des systèmes vitaux et fonctionnels de notre société et qui sont, comme je le disais en introduction, qui sont construits et dimensionnés pour pouvoir absorber une quantité de flux absolument extraordinaire. Alors là, ce que je vous ai mis, par exemple, je vous ai mis simplement une carte qui représente les conduites de pétrole sur le territoire français. En gros, vous avez en Île-de-France 115 000 barils par jour de pétrole qui servent à alimenter toute la région. D'accord ? 115 000 barils par jour. Et ça arrive par un tuyau, un oléoduc,
qui nous vient du Havre. Et donc, on se rend compte à quel point, donc ça alimente évidemment tous les bateaux, tous les camions, la plupart des deux roues, les 9 millions de voitures qu'il y a en Île-de-France. Tout ça sur un tuyau. Voilà. Et il faut bien voir que tout ce qui est autour de ça dépend aussi d'un fonctionnement électrique incontournable. C'est-à-dire que vous n'avez plus d'électricité, vous n'avez plus de station-service qui fonctionne, vous n'avez plus de téléphone qui fonctionne, et de la même manière, si vous n'avez plus de numérique, vous n'avez plus d'électricité qui fonctionne, vous n'avez plus de station-service. Et donc vous vous retrouvez avec des systèmes extrêmement peu nombreux. Voilà, vous avez le réseau électrique avec très peu d'acteurs, vous avez le réseau pétrolier avec très peu d'acteurs, etc. Et donc, tout ça qui permet d'absorber les flux. Et donc, la vulnérabilité est absolument considérable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça se passe plutôt pas mal. De temps en temps, vous avez une petite piqûre de rappel quand vous avez une grève dans les raffineries, où là, tout le monde se met à faire la queue dans les stations-service, presque à se taper dessus pour faire le plein. Et ça, c'est juste quelque chose qui est organisé. D'accord ? C'est pas quelque chose qui est subi, j'ai envie de dire. Et donc, le jour où on aura une vraie rupture, ça laisse avoir un petit peu ce que ça pourrait donner. Donc, cette analyse, en fait, on a essayé de la voir, mais on se rend compte qu'en même temps, le traiter de la vulnérabilité en fait d'un territoire comme une mégapole, c'est extrêmement complexe. Et vulnérabilité car ultra-dépendance. Bien sûr. C'est ça. Ultra-dépendance et ultra-concentration. C'est-à-dire que le fait d'avoir autant de personnes concentrées dans une surface aussi réduite, eh bien, effectivement, augmente la vulnérabilité. Et ce, d'autant plus qu'en général, les mégapoles sont situées dans des endroits, par exemple, où il y a, donc, soit au bord de la mer, soit à côté d'un fleuve, où il peut y avoir des crues, etc. Donc, on est dans des situations où, en plus, d'un point de vue climatique, on peut subir un certain nombre de revers. Et donc, pour faire très vite, dans une mégapole, le principal atout en termes de résilience, c'est l'innovation. C'est-à-dire c'est un endroit où se croise beaucoup de monde, où il y a une émulation permanente à la fois des entreprises, des citoyens, des pouvoirs publics et tout ça. Et donc, ça fait qu'il y a de l'innovation permanente. Et donc, on pourrait dire que c'est en tout cas une possibilité pour ces territoires-là de répondre plus rapidement ou de réagir plus rapidement en cas de problème. Mais par ailleurs, eh bien, comme je disais, c'est un endroit aussi où les flux sont tellement considérables que la brutalité d'un arrêt d'approvisionnement quelconque pourrait, de toute façon, on pourrait avoir toute la capacité d'innovation qu'on voudrait, on aurait bien du mal de toute façon à répondre aussi vite à des ruptures d'approvisionnement. Donc en fait, le deuxième graphique que vous voyez là, c'est un graphique qui vous montre, c'est des travaux qui ont été faits par M. Ulanovic, qui est un philosophe écologue qui a observé notamment les écosystèmes pour voir qu'est-ce qui faisait qu'un système durait plus longtemps qu'un autre. Donc vous avez en ordonnée la durabilité du système, et puis vous avez en abscisse l'efficience d'un côté et la résilience de l'autre. Et donc ce qu'il a observé, c'est qu'un système était plus durable s'il était quelque part à l'équilibre entre l'efficience et la résilience, c'est-à-dire entre la capacité à gérer des flux de manière importante et en même temps une capacité d'adaptation permanente, une réactivité au changement. Et donc aujourd'hui, eh bien, les mégapoles sont à 100% dans l'efficience, c'est-à-dire, voilà, je ne vais pas me répéter 50 fois, mais en gros, tout est centré vers cette capacité à absorber des flux, et donc on est extrêmement fragile et vulnérable. Et donc l'idée de cette scénarisation, c'est de voir comment on revient à quelque chose qui est beaucoup plus résilient. Donc là, l'idée, c'est pas que tout le monde sache tout faire et fasse tout, mais de retrouver un meilleur équilibre, en tout cas avec un peu moins de spécialisation, comme on peut avoir aujourd'hui. Vous avez des régions entières du monde qui ne font qu'un seul type de produit. Vous avez une ville en Chine qui fait 2/3 des chaussettes de la planète. Donc vous avez des hyper spécialisations comme ça et qui génèrent de la grosse vulnérabilité. Donc voilà le travail qu'on a mené pour essayer de réduire, d'imaginer en tout cas que le territoire francilien soit beaucoup plus résilient et donc moins fragile. Alors, les biorégions ? Oui, donc l'idée aussi, c'est d'assumer le fait qu'un effondrement de la métropole francilienne est possible. L'effondrement, une des définitions de l'effondrement, c'est un système ultra complexe et contraint de se simplifier sous contrainte, soit par pénurie énergétique, soit parce qu'il y a un cafouillage majeur dans les flux de la mondialisation. Donc l'hypothèse du scénario, c'est qu'on va vivre des discontinuités et on ne va pas rester dans un scénario du Grand Paris qui va se développer sans fin. Mais non, à un moment donné, il y aura une limite.
notamment climatiques. On imagine par exemple que les extrêmes de température vont préoccuper de plus en plus les habitants de la métropole et conduire une partie des habitants à prendre la décision de quitter en masse la région francilienne qui n'est pas préparée à ces températures extrêmes du fait qu'elle est asphaltée, minérale, en tout cas dans Paris et sa première ceinture. Et de fait, la région Île-de-France est une région majoritairement rurale, or on l'oublie. Et le Grand Paris ne s'en soucie guère aujourd'hui. Et c'est cette découverte qui nous a amené à imaginer que cette région, pour l'instant qui est une mégapole, pourrait se diviser en 8 biorégions, soit délibérément par des mesures politiques qu'on pourrait mettre en œuvre dès aujourd'hui, mais qui ne sont pas dans l'air du temps, soit sous contrainte dans un scénario donc de bouleversement avec un atterrissage à peu près civilisé qui imagine que des citoyens, des groupes humains franciliens fonderaient cette idée de territoire beaucoup plus petit, donc de biorégions. On les a baptisés en récupérant les noms des anciens pays de l'Île-de-France ou bien en utilisant les noms des parcs naturels régionaux actuels comme celui du Vexin par exemple, parce qu'il y a des cohérences écologiques dans chacune de ces biorégions qui sont délimitées par des fleuves, des rivières, qui sont soit des plaines, soit des plateaux. La Brie, c'est un vaste plateau agricole. La plaine de France aussi, alors que le Hurepoix, c'est plutôt des reliefs, des collines. Le Gâtinais, c'est beaucoup de forêts, avec donc des délimitations par les rivières, comme le Loing, des voies navigables. Bref, on a tenté de justifier ce découpage à la fois par la tradition d'autrefois, l'héritage historique oublié, et puis par des cohérences écologiques qui sont réelles. Et puis, on a donc imaginé des événements, des nécessités d'autosuffisance liées à des événements contraignants. Or, l'atout de l'Île-de-France, c'est de comporter 600 000 hectares de surface agricole utile, très fertile. Et donc, le cœur de la démarche biorégionale, telle que nous l'imaginons, c'est d'abord une relocalisation forte des circuits de production agricole. Voilà. On peut relever que le triangle de Gonesse, d'ailleurs, est dans votre projet comme un hub nourricier. Oui. Et forcément, on pense à l'actualité qui a entouré ce triangle-là, avec le projet d'urbanisation, en tout cas, gros projet de bétonisation qui est mis à l'arrêt. Oui, il se trouve que nos énergies ont fini par vibrer, là aussi, les nôtres, les vôtres, bref. Et il se trouve que ce projet de centre de loisirs gigantesque à côté de Roissy, donc à Gonesse, dans le Val d'Oise, a été suspendu par le gouvernement, un petit peu comme le gouvernement a suspendu l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Le dossier Europa City est aussi emblématique que celui de Notre-Dame-des-Landes, même s'il n'y a pas de zadistes dans la plaine de Gonesse. Mais voilà, c'était l'idée que sur ces terres qui sont parmi les plus fertiles de France... 700 hectares, je crois, c'est ça à peu près, même plus. Oui, il y a un gros potentiel de 700 hectares. Voilà, soit on bétonnait, on faisait ce centre de loisirs qui était énorme, avec des bureaux, une ZAC, etc. Et une bouche du métro du Grand Paris Express en plein milieu des champs de betteraves aujourd'hui. Bon, mais toute cette bouche de Grand Paris Express était censée animer, fournir de nouveau des flux de personnes déplacées, soit parce qu'elles venaient travailler dans les bureaux futurs, soit parce qu'elles venaient consommer des loisirs. Bref, donc ce modèle nous semble éculé. L'association Karma s'est fondée pour proposer une alternative à ce projet. Et l'alternative, c'est de mettre en culture ces terres fertiles, non pas sous la forme actuelle qui consiste en monoculture monotone d'exportation, donc qui participe de la vulnérabilité du système, puisque ce sont des monocultures, il n'y a aucune diversité. Donc l'idée, c'est de fractionner ces champs
par de l'agroforesterie, des corridors écologiques, des micro-fermes, des lieux de formation, des conserveries, des filières courtes pour nourrir les enfants des écoles du Val d'Oise, etc. Donc ce projet est en discussion, présenté à un médiateur qui s'appelle François Roll-Tanguy, qui a été désigné par le gouvernement. Mais enfin, voilà, en tout cas, on voit que vous l'avez effectivement intégré. Donc c'est ce secteur-là qui peut être le secteur nourricier et sous forme de circuit court pour venir alimenter notamment ces biorégions. Tout à fait, avec d'autres modèles du même genre sur tout le territoire qu'on a appelé des hubs d'étalement rural, empruntant cette notion au projet Karma. Et tout ça dans le contexte donc, d'une région qui va se dédensifier dans notre perspective, dans notre scénario, au lieu d'être un aspirateur habitant. On imagine que non, le modèle justement à venir, ce sera de dédensifier le territoire, de redéployer les actifs vers les bourgs ruraux de l'Île-de-France, voire d'encourager la population à quitter la métropole avant qu'elle ne soit obligée de le faire sous contrainte si elle le peut. Donc je passe sur les modalités de cette chute démographique qui sont soit catastrophique, soit catabolique, c'est-à-dire lente ou précipitée. C'est vrai qu'il y a deux manières de voir ce travail-là. On peut le voir effectivement comme le résultat de quelque chose qui a été subi par les événements ou des pistes à suivre éventuellement pour des politiques publiques, à voir si elles sont entendables et acceptables. Mais en tout cas, voilà, l'idée c'est que ça puisse aussi servir l'anticipation, mais bon voilà, ça fait à peu près une division par deux de la population de l'Île-de-France en 2050, ce qui peut comme ça oui, surprendre. Soulever on est à 11 millions, c'est ça? Oui, au moins. À peu près. Oui, avec finalement un système de gouvernance qui nous paraît peu démocratique. Donc à l'occasion de ce redécoupage en biorégions, on rapproche les citoyens des élus, les citoyens propose aussi d'administrer les communes. Il y a une dimension municipaliste dans le scénario. De démocratie participative, de co-gestion du territoire, de polyvalence professionnelle aussi de nos concitoyens, d'accès à des terres remises en bien commun par un établissement foncier qui pourrait d'ores et déjà réserver beaucoup plus de fractions du territoire à des activités coopératives. Bref, toutes ces réflexions sur les biens communs se greffent à notre scénario, avec donc une forte descente énergétique aussi qui va caractériser cette trajectoire. Voilà, alors la semaine dernière, il y a donc eu une conférence sur avec nos amis de Négawatt. Alors, j'ai pas mal travaillé aussi sur les questions de scénario Négawatt. Là, on fait une hypothèse un petit peu plus radicale, c'est que la particularité d'un scénario comme celui, comme le scénario Négawatt, c'est que il est fait aussi pour être... alors, il est en théorie faisable, et après il est de toute façon politiquement acceptable. La particularité des énergies renouvelables, c'est que justement, eh bien, elles fluctuent avec le temps, et donc le pari de Négawatt, c'est d'avoir des capacités de stockage évidemment d'énergie très importantes. Donc ils font le pari de la méthanation. Alors je ne vais pas revenir sur le sujet, comment on transforme l'électricité en gaz pour le stocker dans les réseaux, enfin voilà. Nous, en fait, on considère que le niveau de technologie qu'on aura en 2050 ne sera pas du tout suffisant et suffisamment fiable et stable pour avoir ce genre de technologie massivement répandue. Et donc, on a plutôt une demande qui va devoir un petit peu plus s'adapter à l'offre. Un peu sur l'exemple du meunier qui allait mettre son grain dans le moulin à partir du moment où le vent se mettait à souffler. Et puis quand il n'y avait plus de vent, il nettoyait son moulin, il pliait ses sacs, etc. Dans ce même ordre d'idée, l'idée c'est de voir comment la société peut aussi, elle, s'adapter à la disponibilité de l'énergie. Ça veut dire peut-être qu'à un moment donné, les trains puissent être amenés à ralentir s'il n'y a plus assez d'électricité. Donc on roule un peu moins vite parce que plus on roule vite et plus on consomme d'énergie, etc. Donc
c'est cette hypothèse qui est posée, c'est de se dire non seulement on va avoir effectivement beaucoup moins d'énergie, mais en plus, elle sera probablement aussi plus instable en termes d'approvisionnement. Donc il y a des systèmes qui ont besoin d'un approvisionnement continu. Donc si on a encore des équipements électroniques dans les hôpitaux ou un certain nombre d'équipements informatiques, voilà, on peut supposer qu'il en reste. Il y a besoin d'un approvisionnement continu, mais il y a un certain nombre de procédés mécaniques qui, eux, peuvent souffrir de variations. Et donc ça, c'est l'hypothèse qu'on fait. En termes de quantité, en gros, ça fait une division par 2,6 de la consommation d'énergie par rapport à ce qu'on a aujourd'hui en moyenne, ce qu'on consomme aujourd'hui en moyenne en France, en sachant que pour le francilien, on est plutôt à 1,7 aujourd'hui. Donc ça fait même pas une division par deux. Vous l'avez vu, c'est pas si considérable. À la différence près que quasiment tout ce qu'on produit, tout ce qu'on consomme, on l'a produit localement. Aujourd'hui, l'essentiel de ce qui est consommé, ça vient d'ailleurs. Et c'est une des raisons pour lesquelles la consommation d'énergie actuelle du Parisien, elle est assez faible. Voilà. Donc c'est parce que les consommations d'énergie se font ailleurs. Donc c'est un peu trompeur cette idée de réduction. Alors, localement, concrètement, par exemple, sur cette région Île-de-France, on produit avec quoi? De l'éolien, du solaire, de la géothermie Alors voilà, donc on a eu un certain nombre de discussions entre nous sur ce qui était imaginable ou pas en 2050 dans un scénario où on est plutôt low-tech, basse technologie, où on a très peu de réseaux numériques fonctionnels, etc. Bon, on a pas mal d'électricité éolienne qui suggère une gestion électrique, mais on n'est pas non plus dans de la très très haute technologie. Voilà, on peut faire de l'éolien avec des choses pas extrêmement complexes. Donc on a de l'éolien en 2050, on a aussi du solaire. En fait, l'essentiel de la mobilité restante, donc on en reparlera après, mais est alimentée par du biogaz, voilà, puisque on a plein de gens qui retournent à la campagne. Agnès en reparlera, mais en gros, avec toutes les fermes qu'il va y avoir, l'idée c'est d'avoir une production de biogaz qui va pouvoir aussi servir de carburant, puisque techniquement, en gros, mettre du gaz à la place de l'essence dans un moteur, c'est quelque chose qui techniquement ne suppose pas un niveau de technologie extrêmement élevé. Donc aujourd'hui, on a à peu près 10%, on produit en Île-de-France l'équivalent de 10% de ce qu'on consomme. Et l'idée, c'est que en 2050, on sera quand même encore à même pas 50% des besoins, parce qu'on a aussi de grandes plaines autour où il y aura d'autres fermes, où il y aura des éoliennes, etc., et qui pourront alimenter un peu plus le territoire qui restera encore malgré tout assez concentré de l'Île-de-France. Donc voilà, on aura cette répartition, et puis c'est des types d'énergie qui seront beaucoup plus répartis, c'est-à-dire que on aura le retour des moulins bateaux sur les fleuves et les rivières, qui pourront servir d'ailleurs aussi à moudre la farine et un certain nombre d'usages mécaniques. On aura donc il va falloir aussi repartager l'espace, parce que d'ailleurs à l'époque où il y avait plein de moulins bateaux sur la Marne et sur la Seine, eh bien c'était toujours la guerre entre les mariniers et ceux qui géraient les moulins, parce que évidemment ça gênait la navigation, etc. Donc on va peut-être se retrouver à nouveau dans ce genre de problématique à ce moment-là. Donc voir ressurgir des métiers qui ont totalement disparu. Oui. Tout à fait. Donc là, effectivement, Agnès reparlera de cette transformation profonde des métiers, parce qu'effectivement, si aujourd'hui on a 70% des emplois qui sont dans le tertiaire, on imagine en effet qu'on a une bascule complète. Vers le primaire, alors. Voilà, c'est ça. On va revoir les chiffres juste après. D'accord. Voilà. Peut-être parler justement des transports, puisque aujourd'hui, voilà, une grosse part de l'énergie qu'on consomme, c'est le premier poste de consommation, c'est pour le chauffage des bâtiments, et puis après c'est la mobilité. Et l'essentiel, c'est du pétrole. Donc si on dit on n'a plus de pétrole, clairement ça pose un certain nombre de questions. Pour faire écho à la demande aussi du Forum Vie Mobile, en gros, on passe de 5 millions de véhicules en 2015 à 90 000 voitures,
qui du coup sont beaucoup moins nombreuses et sont partagées, évidemment circulent toujours pleines, hein, voilà. On n'imagine pas d'avoir une voiture avec une seule personne dedans, il va falloir optimiser tout ça, et puis donc on va avoir évidemment de la basse technologie, c'est-à-dire qu'on imagine qu'on va avoir du modèle de voiture qui ne va pas être du même genre que celui qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire une voiture qui fait 2 tonnes pour avoir le même type d'usage que les voitures d'il y a 15 ans qui faisaient 1 tonne et qui faisaient la même chose, sauf que donc on a optimisé les moteurs aujourd'hui, mais les voitures sont 2 fois plus lourdes que ce qu'elles étaient avant, donc les voitures d'aujourd'hui consomment quasiment la même chose que ce qu'elles consommaient avant. Donc en fait, on marche un peu sur la tête, donc l'idée c'est de revenir au véhicule qui fait 500 kg maximum, et puis il y a des choses qui sont réparables avec un minimum d'électronique et qui peuvent justement être constituées à partir de matériaux extrêmement simples, parce qu'une des problématiques qu'on a aussi, on parle de l'énergie, mais il y a la question des matériaux qui sont aujourd'hui pour beaucoup composés d'alliages avec un certain nombre de matériaux rares et de mélanges de métaux qui sont non recyclables du coup et qui bien sûr provoquent un certain nombre d'industries minières qui génèrent des pollutions dans plein de pays. Donc ça c'est aussi un sujet, il va falloir y remédier. Donc marche à pied, vélo bien sûr qui seront l'essentiel des moyens de transport. On revient beaucoup à l'attraction animale hein, qui va, le cheval va refaire son entrée fièrement dans notre modèle de mobilité. Et puis, on va remettre au goût du jour un certain nombre de voies de chemin de fer qui étaient ouvertes avant et qui, aujourd'hui, on va dire qu'on a un système en étoile qui permet de rejoindre Paris. L'idée, c'est comment maintenant on arrive à redévelopper tout un réseau de trains et de tramways qui permettent de relier les biorégions entre elles, puisqu'on ne sera plus évidemment centralisé, mais on sera... Voilà. Donc, en gros, il faut imaginer que les flux, aujourd'hui, vous avez effectivement X millions d'habitants qui tous les matins prennent les transports en commun pour aller vers le centre de Paris, pour aller faire de la communication, de la finance, du marketing et que sais-je. Et demain, ces mêmes personnes qui sont dans l'agglomération de Paris vont plutôt faire l'inverse, c'est-à-dire repartir pour aller travailler dans les champs tous les matins. Donc c'est un peu le pari qu'on fait dans ce scénario. Alors en termes de nombre de déplacements, évidemment il y a une grosse réduction parce que quand on a moins d'énergie, en gros on va moins loin, moins vite et on se déplace moins souvent. Donc mais pour autant ça ne veut pas dire qu'on vit moins bien. Enfin la question c'est pas tant le nombre ou la quantité de mobilité que le fait de pouvoir accéder à tout ce dont on a besoin. Et donc c'est ça le principal idée des biorégions, c'est de pouvoir transformer le territoire pour accéder sans se déplacer à un certain nombre de choses. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Petite question quand même, parce que au-delà de cette projection et dans l'avenir, est-ce que vous êtes appuyé sur des modèles ou des pratiques qui existent déjà ? Je pense aux Pays-Bas et je crois qu'il y a une ville, alors je ne suis pas sûre de la prononciation, Drachten, je crois, sans signalisation, oui. Très peu de voitures, il y a les piétons, les vélos, mais véritablement il n'y a même plus de trottoirs, plus la nécessité de marquer quasiment les routes, parce qu'il y a quasiment plus de voitures. C'est ça. En fait, il y a encore des voitures, mais en tout cas, le pari qui est fait, c'est de partager complètement l'espace public et de dire c'est le plus gros véhicule qui est responsable en cas de problème. Et donc du coup, on dit simplement chacun se débrouille, mais on vous prévient s'il y a un problème, si une voiture renverse un vélo, c'est la voiture qui est responsable, quel que soit ce qui s'est passé en fait. Et donc tout le monde est hyper vigilant dans son modèle de conduite. Et puis il n'y a plus effectivement de délimitation, de trottoirs, de pistes cyclables, etc. Et plus de signalisation non plus, plus de l'espace feu. Public est à tout le monde, donc c'est le pari qui est fait. Et donc dans l'idée de l'aménagement de Paris, en effet, c'est moins de véhicules et puis de redonner la place à l'humain et moins de place pour la machine au cœur de cet urbanisme. Et donc, simplement, vous voyez cette image qui est un petit peu cocasse, hein, c'est la brouette chinoise. En fait, je pense que tout le monde a déjà utilisé une brouette, mais les brouettes qu'on a aujourd'hui, vous avez donc la charge qui est juste devant vous, et puis devant, vous avez la roue. Et donc, en fait, vous êtes obligé de supporter toute la charge. Donc, la masse que vous pouvez transporter avec une brouette classique que tout le monde utilise, elle est extrêmement faible.
cette brouette-là permet de transporter sans peiner plus de 300 kilos. Et donc, ça a été absolument... en gros, c'était à l'époque bien avant l'ère pétrolière, évidemment, où en fait, eh bien, quand on a des routes qui sont un petit peu défoncées ou des choses comme ça, pour transporter des charges importantes, eh bien, en Chine notamment, ils utilisaient ce moyen de transport qui était assez intéressant. Alors simplement pour vous dire qu'on va avoir un petit sujet avec les routes, j'en parlais à l'instant. Alors je me suis noté le chiffre pour mémoire, on a 37 000 km de route en Île-de-France. C'est évidemment absolument colossal, c'est un véritable système sanguin du territoire. Pour entretenir 1 km de route, il faut 600 tonnes de pétrole sur 30 ans. Voilà. Donc l'entretien des routes est absolument considérable en termes de consommation d'énergie et de matériaux. De fait, dans le modèle qu'on imagine, on ne va pas pouvoir continuer à entretenir toutes les routes. Voilà. Donc ça ne va pas être possible. Donc on va certainement débitumer certains endroits pour peut-être mieux entretenir les pistes cyclables, parce que c'est quand même mieux d'avoir des pistes cyclables en bon état. Et puis après, derrière, peut-être revenir un peu au pavé ou un certain nombre d'autres types de modes de revêtement qui sont plus durables, qui laissent mieux aussi infiltrer l'eau. Et puis les constructeurs automobiles seront transformés en constructeurs de vélos, parce qu'il va falloir beaucoup de vélos pour tout ce monde-là. Et puis voilà, donc là il y a l'estimation du nombre d'animaux de trait qui vont être mis à disposition pour pouvoir faire ce dont on a besoin, tant en termes d'agriculture, de transport, etc. Et ce qui sera aussi une source d'intrants pour faire du méthane derrière. Tout ça est rentré aussi dans les calculs, voilà. Et oui, parce que quand vous parlez des métiers, de ceux qui vont disparaître, de ceux qui peuvent revenir, forcément, on pense aussi à la population active et à la nécessité de travailler quand même. On imagine que l'outil travail prend une autre dimension dans votre scénario, là où aujourd'hui on pense chômage, économie, avec aussi des vecteurs auxquels on s'est habitué, comme le PIB, ou voilà, des choses comme ça, la croissance. Donc il faut aussi qu'on bannisse dans votre scénario tous nos référents par rapport au monde du travail, c'est ça ? En tout cas, le secteur tertiaire va en prendre un coup, ne serait-ce que parce que les tours de la Défense ne seront pas forcément alimentés par assez d'électricité pour véhiculer tous les ascenseurs des tours Total et autres. Et donc, nous imaginons en effet une détertiarisation par décomplexification du système et un fort retour du secteur primaire, c'est-à-dire les métiers artisanaux, les métiers des paysages, les métiers de la dépollution des sols, les métiers de démontage des hypermarchés et de récupération avec des filières de matériaux de récup, les métiers du chanvre, les métiers du houblon, retour des brasseries locales, c'est déjà en cours. Mais quitte à pratiquer plusieurs métiers. Quitte à pratiquer plusieurs métiers. Donc voilà, l'idée justement, c'est la diversification qui crée la résilience. Plus on sait faire de choses, plus on est résilient. C'est un peu loin d'être le cas aujourd'hui. Pas pour toi, Benoît, mais pour d'autres. Toi, tu sais faire plein de choses. Mais bon, on ne sait pas tous cultiver la terre. On n'a pas tous un poulailler. D'ailleurs, on n'a pas accès à la terre. Donc l'idée aussi, c'est que les urbains aient accès à la terre. Donc ça, c'est la nouvelle civilisation biorégionale. Avec éducation dès l'école primaire au rapport à l'animal, l'éthologie équine, le comportement d'un cheval, savoir monter à cheval, savoir équiper un cheval avec des outils de trait. On s'est intéressé à toutes ces questions pour développer un modèle effectivement où ce secteur primaire ne sera plus péjoratif comme il l'est aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui les métiers agricoles et manuels sont dévalorisés. Certes, il y a une pénibilité du travail physique, donc tout le monde ne pourra peut-être pas travailler au champ, on en tient bien compte, mais ces champs seront redimensionnés, ce seront des champs de petite taille, avec beaucoup de main-d'œuvre à temps partiel, mais qui œuvrera au sein de coopératives en échange d'un revenu ou d'un revenu en nature sous la forme d'alimentation. Donc j'accélère un petit peu pour qu'on ait le temps de discuter aussi avec notre auditoire.
Donc on a mis l'accent sur ces hubs d'étalement rural, on a mis l'accent sur des paysages beaucoup plus diversifiés, des paysages un petit peu comme ça, comme des miniatures des tableaux du XVe siècle, vous allez me dire, mais en même temps avec une modernité, une rétro-innovation. Par exemple, les fermes sont toutes équipées de méthaniseurs. Il y aura des ingénieurs de la méthanisation verte. Voilà, c'est pas un retour au Moyen-Âge, c'est une intégration des low-tech dans des paysages à échelle humaine, en dentelle, où on n'utilisera pratiquement plus d'intrants à base d'azote industriel, et où on verra aussi la diversité du vivant revenir avec le retour des oiseaux, le retour des insectes. Quelque chose qui nous préoccupe énormément, c'est la disparition des pollinisateurs. Ça fait partie de notre scénario. C'est pour ça qu'on n'a pas seulement fait un scénario technologique, mais un scénario paysager. Donc de paysages agricoles, de parcs agricoles urbains. Là, on s'inspire de Alberto Maniaghi, donc de redimensionnement des parcelles. Là, vous allez voir une simulation d'un paysage de l'Essonne où on voit réapparaître des marais, des étangs, pour créer aussi du microclimat, pour réguler les extrêmes de température, de réapparition de corridors forestiers un petit peu sauvages. De l'élément sauvage réapparaît. Là, il y a moins de domestication et en même temps des petites parcelles très diversifiées. La polyculture, élevage, de la multifonctionnalité agricole. After, qui est proche de Negawatt, qui est un scénario connecté au scénario Negawatt, nous a inspiré. On a travaillé avec eux, on a travaillé avec des paysagistes, avec l'Institut d'urbanisme et d'aménagement d'Île-de-France aussi sur les questions de biodiversité en Île-de-France. On s'est aussi inspiré des permaculteurs australiens comme David Holmgren, qui a publié il y a 2 ans un livre sur la réhabilitation des banlieues. Ça s'appelle Retrofitting Suburbia, ce qu'il appelle le rétrofitting. C'est en fait, vous allez voir cette simulation donc, de Villiers-le-Bel, actuellement un quartier pavillonnaire, chacun chez soi, avec beaucoup d'asphalte. Très dense. Très dense. Et puis, sous l'effet de la dédensification, donc du desserrement démographique, mais aussi de volonté de désasphalter, de débitumer par le fait que les automobiles cesseront d'occuper l'espace commun. On s'est inspiré aussi d'une vision californienne développée autour de la commune de San Buenaventura dans le comté de Ventura en Californie, qui propose un scénario comme ça de désasphaltisation. Il n'y a plus d'asphalte quasiment, et ce sont des blocs comme ça de pavillons dont les jardins communiquent les uns avec les autres et sont complémentaires. Qui a son poulailler, qui a tel type de maraîchage, qui fait des fleurs comestibles, etc., avec des micro-fermes périurbaines qui vont aussi s'implanter grâce à la dédensification des quartiers. Quand vous dites que vous êtes inspiré d'autres scénarios, ce sont d'autres scénarios déjà mis en place, c'est-à-dire est-ce qu'on a des retours de terrain au-delà du scénario effectivement fictif ou de fiction? On a très peu de retours. Il y a des scénarios, oui, mais malheureusement, par exemple en Californie, on s'est arrêté aux premières étapes du scénario 11, c'est-à-dire la commune de San Buenaventura n'est pas allée au bout pour l'instant de cette transformation profonde du paysage de la ville de Ventura, mais c'est en cours, mais il n'y a pas encore de véritable retour. Je sais que par exemple, il y a une réflexion en Aquitaine sur une biorégion aquitaine. Il y a Alberto Maniaghi qui crée avec d'autres territorialistes italiens des projets qui sont financés par la région de Florence, à Prato, près de Florence, des projets de parcs agricoles urbains. Ça, c'est quelque chose d'assez concret. C'est en fait comment faire pénétrer les territoires agricoles au plus près de la ville en ménageant les friches,
en débitumant. Bon, en Italie, c'est moins compliqué qu'ici, parce qu'ici, ça reste très artificialisé par des surfaces de ciment, etc. On a énormément d'hypermarchés. Bon, donc, on va avoir un problème avec ça. Et dans la Drôme, la Biovallée, on en parle. Est-ce que c'est suffisamment avancé pour en tirer peut-être quelques conclusions, quelques leçons? Je crois que c'est un peu une marque, en fait, la Biovallée. Ça ne se vit pas comme une biorégion, mais c'est un label qui est intéressant, qui valorise les productions locales, qui les met en relation, qui permet aux habitants... C'est une démarche, en tout cas, c'est ça. C'est une démarche très intéressante, qui n'est pas, à mon avis, une démarche systémique de biorégion avec l'aspect énergétique, transport intégré. C'est plutôt un label pour les producteurs agricoles locaux, mais c'est déjà très bien, c'est déjà intéressant. Voilà. Et pour aller vers la conclusion, puisque peut-être on ne va pas être trop long non plus. Mais... Oui, puis en précisant à nouveau que de toute façon, le scénario complet et les liens sont à disposition sur le site de la BPI, y compris la conférence Négawatt, parce que c'est vrai que tout cela s'enrichit mutuellement à disposition pour tout public, bien sûr. Oui, le rapport que nous avons fait, qui fait 240 pages, qui est téléchargeable gratuitement sur Internet, j'imagine le site de la BPI, mais aussi le site de l'institutmomentum.org. Bref, très facile à trouver. Si vous voulez lire ce rapport, vous y avez accès. Voilà, notre scénario a voulu aussi s'incarner dans l'humain. Pas seulement décrire des grandes trajectoires, essayer donc d'être paysager et aussi de décrire des itinéraires de personnages. Alors, il y a un côté narratif dans une des parties du scénario avec des personnages emblématiques de ce futur. Un jeune homme qui s'appelle Julot, qui démonte des supermarchés, mais qui est en fait rémunéré pour ça, qui récupère des matériaux, qui est rétameur ambulant, qui circule plutôt à pied, en vélo. Qui travaille dans un rayon de 8 km autour de son domicile et qui est très polyvalent, qui est formé à plusieurs métiers et qui transforme donc les hypermarchés en hangars agricoles et en serres. Et puis on a un musicien ambulant, avec son triporteur à assistance électrique qui parcourt ce qui reste d'axes cyclables et qui seront nombreux d'ailleurs en Île-de-France avec ce système qui permet de produire du son avec des petits panneaux photovoltaïques. Il circule comme ça sur l'ancienne francilienne. C'est vrai que cela nous fait penser aussi à la proposition de revenus de transition écologique finalement, conditionnée aux activités de transition. Une idée émise par Dominique Bourg, si je ne m'abuse, et d'autres, notamment. C'est Dominique Bourg et une femme économiste. C'est toujours les hommes qui emportent le morceau, mais en fait, c'est pas lui qui a inventé le revenu de transition écologique. Mais c'est une chercheuse suisse également. C'est pour ça que je disais et d'autres. Et d'autres. En tout cas, une autre. Projet-là, et une autre. Bref, mais donc cette façon de rémunérer les activités de réparation, effectivement, soit en espèces, soit en nature, sous la forme d'accès à des biens de consommation importants. Dans un système d'économie verte. D'économie rationnée, osons le dire. C'est un aspect du scénario, c'est qu'on va être obligé de s'auto-limiter et d'organiser ces limites de manière égalitaire par une forme de rationnement. Je ne vais pas m'étendre sur les personnages. Il y en a une quinzaine, une vingtaine. Une conductrice d'automotrice au biogaz. On retourne à du tram-train ou des véhicules qui existaient dans la région du Grand Bruxelles dans les années 60, des véhicules moins performants, mais qui permettent une mobilité de proximité. Il y a même des choses amusantes comme un parc de véhicules type drésine, en fait, qui circulent sur des rails,
mais ce sont des vélos-trains. On pédale tous dans un véhicule assez aérodynamique et on se propulse comme ça sur des rails en pédalant à plusieurs et on peut atteindre les 80 km. Et voilà, on imagine donc une femme qui s'appelle Géraldine qui pilote cette mobilité low-tech autour de la ville de Mantes, donc dans la biorégion du Mantois. Voilà. Alors peut-être une dernière question avant de passer la parole à la salle. Ce scénario, concrètement, vous l'avez envoyé à des élus, à des personnes en particulier, ou pour le proposer, pour peut-être faire émerger aussi ou des activités de terrain, ou enclencher une première machine, Benoît Thévard? En fait, c'est le Forum Vie Mobile d'abord qui nous l'a commandé, donc c'était un peu à eux au départ de savoir ce qu'ils voulaient en faire. Donc, Forum Vie Mobile qui est dépendant de la SNCF, qui est quand même un gros truc. La SNCF, indirectement, la SNCF a soutenu cette recherche et a été l'un de nos interlocuteurs. Donc, oui. D'accord. Mais c'est vrai qu'on n'a pas... on est plus dans une démarche... Enfin, on sait que c'est un scénario qui est pas commun, mais on est plus dans une démarche de voir un petit peu comment ça réagit. On se rend compte que aujourd'hui, les scénarios conventionnels pullulent un peu partout, mais que quelque part, celui-là sort un peu du lot et finalement, on n'a pas essayé de le vendre plus que ça. En fait, on a un certain nombre de demandes pour le présenter. Je ne crois pas qu'on ait fait de démarche particulière. C'est en cours, parce que ce rapport est assez chaud. Enfin, il vient de sortir, si j'ose dire. Parce qu'on pense forcément, comme vous êtes attaqué à cette région Île-de-France, c'est un gros morceau. À Madame Pécresse, par exemple. Et on pense forcément aussi au C40, donc les 40 plus grandes villes, en tout cas, plus grandes villes, les 40 métropoles du monde qui se sont réunies pour penser aussi les grandes villes de demain. C'est une bonne idée. Et la ville de Paris, qui est membre du C40, nous y aidera, je pense. Oui, et puis sur le sujet de la résilience, aujourd'hui, il y a un spécialiste de la résilience qui travaille sur la résilience de Paris. Mais pour regarder en tout cas la perception de ce qu'est la résilience. Enfin, il considère que Paris est une des grandes villes les plus résilientes du monde. Et donc, de quel point de vue ? Et en tout cas, du point de vue de la fin de l'Anthropocène et de l'effondrement, etc. Nous, on considère que la mégapole de Paris n'est pas résiliente. Et donc, c'est vrai qu'on a une forme de décalage entre ce qu'un certain nombre de personnes sont prêtes à entendre et imaginer. Et puis, c'est vrai que et puis ce type de scénario qui met un peu les pieds dans le plat. Alors, des questions dans la salle, peut-être. C'est votre moment à vous. Questions, discussions. On va vous amener un micro. Oui, pour vous dire, remarque générale, ça me semble un peu tout ça utopique. Hein, parce que, je sais pas, je pense à tout ce qu'on va actuellement vers quand même ce qu'on dit en deux mots, modernisation, automatisation, informatisation, intelligence artificielle, tout ça. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens-là ? Qu'est-ce qu'on fait ? On arrête tout, plus de recherche, dans ces domaines-là. Donc ça me paraît un peu curieux d'arrêter comme ça, tout ça. La recherche qu'on peut faire d'une manière générale, et puis dans la médecine et tout ça, tout n'est pas... Enfin bon, je ne vois pas très bien comment on articule tout ça. Je veux bien qu'on retrouve, à l'attraction animale, le vélo, bon d'accord, on s'habitue. Mais enfin, il y a tout un tas de choses comme ça, où c'est que l'automatisation qui a permis quand même, qui a rendu quand même de grands services. Alors on arrête tout ça, qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là ? On les élimine, on les met en prison, je sais pas. Alors c'est vrai que le modèle peut surprendre et déjà on se rend compte que le terme décroissance est un terme difficile aussi à recevoir pour beaucoup, avec cette inquiétude de se dire on a une modernité, on a un confort de vie, est-ce que c'est un retour en arrière ou est-ce que c'est un nouveau mode de vie ? Mais la question est souvent dans les têtes. Hein. Alors qui veut répondre ? On l'a dit, on fait bien l'hypothèse de rupture. Donc, quand on fait l'hypothèse d'une rupture, en effet, on imagine qu'il va y avoir un certain nombre de personnes qui certainement vont mal le vivre. Donc,
si on fait l'hypothèse que, par exemple, on n'a plus un approvisionnement continu et stable d'électricité en quantité suffisante pour répondre à tous les besoins tout le temps, déjà la question du numérique se pose. C'est-à-dire que voilà, pour que tout le monde soit avec son smartphone, etc., ça suppose d'avoir un approvisionnement énergétique et électrique constant, permanent. Bon, voilà. Si ça, déjà, c'est plus possible, déjà, ça interroge même, effectivement, voilà, là, on est en train de développer la 5G, etc. Donc, effectivement, aujourd'hui, on est dans une évolution qui est ce qu'elle est. Nous, on fait l'hypothèse qu'elle n'est pas soutenable et qu'on a déjà dépassé un certain nombre de limites dans le fonctionnement. Donc, de fait, forcément, on considère qu'il va y avoir des gens qui vont devoir, qui vont plus peiner que d'autres, en tout cas, de cette reconversion de la société. Et puis, à partir du moment où on considère aussi qu'il y a la moitié de la population déjà qui va devoir plus ou moins quitter l'Île-de-France, etc., parce que, eh bien, soit il n'y a plus assez à manger, soit, de toute façon, il n'y a plus rien à faire à Paris-Centre, parce que, etc., etc. Et ben, de fait, ça suppose d'énormes changements. Donc, oui, il y a un côté extrêmement... la manière dont on le présente, il y a un côté assez, peut-être comme vous radical. Dites, assez radical, mais en même temps côté utopique. Oui, C'est-à-dire c'est joli ce qu'on montre là. C'est-à-dire on n'est pas en train de montrer de la violence, des gens qui meurent de faim sur le bord de la route, etc. Cependant, on considère que, alors c'est que voilà, l'intitulé du scénario, c'est l'Île-de-France après l'effondrement, et on n'est pas naïf sur le fait que globalement, ça voilà, on est un peu conscient du fait que ça va faire alors ça va faire mal, mais après on n'est pas tous au même niveau de radicalité non plus dans ce qu'on peut imaginer qui pourrait se passer dans les années qui viennent, voilà. Mais on en discute entre nous. Mais en tout cas, ne serait-ce que sur les hypothèses qu'on a posées dans le scénario, il a fallu qu'on discute entre nous de à quoi ça ressemble 2050. Et voilà, déjà on n'était pas tous au même niveau de voilà, il y a des visions encore plus drastiques que celle-là, pour tout vous dire. Autre question ? Oui, allez-y. Excusez-moi. Alors, merci pour votre présentation. Tout d'abord, vous parlez de ce projet comme étant un projet de 2050, alors qu'on voit plus, notamment par vos références, un projet qui veut revenir en arrière. Vous parlez de moyens de mobilité d'il y a un siècle, etc. Où mettre la France ? Déjà, ma première question, c'est où mettre la France dans le monde ? Est-ce que la France est en contact perpétuel avec le monde entier ? Il y a des voyageurs, etc. On en fait quoi ? Et puis, des pays comme ça et des villes comme ça existe encore en Afrique. Des pays non bitumés, etc. Et ils ne sont pas au top au bilan carbone et ils ne vivent pas si bien que ça. Merci. Alors c'est vrai que là, le scénario présente les biorégions, donc on a occulté les autres régions et les autres pays et l'échelle mondiale évoquée par notre étudiant. C'est une question qui se pose, c'est-à-dire que est-ce que dans ce cas-là, les pays n'ont plus du tout de contact, ou quel type de contact ? On n'a pas parlé non plus en matière de mobilité des avions. Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'ils sont éradiqués complètement en 2050 ? Benoît Thévard. Alors, pour ce qui concerne les avions, la vraie difficulté, c'est qu'aujourd'hui, les infrastructures nécessaires au fait d'avoir un système aéronautique qui fonctionne bien sont extrêmement lourdes, extrêmement coûteuses. Et donc, le problème, c'est qu'on risque d'avoir effectivement une bascule. C'est à partir du moment où on va, pour des raisons d'accès au pétrole, parce qu'aujourd'hui, que je sache, on ne sait pas juste pas faire autrement qu'avec du pétrole, eh bien, on risque d'avoir effectivement une diminution assez drastique du nombre de passagers. S'il y a une diminution drastique du nombre de passagers, ça veut dire que le coût par passager augmente considérablement, et donc du coup, on peut avoir véritablement une bascule assez brutale de la quantité d'avions en vol. Alors, là, l'hypothèse, en tout cas, c'est de dire que partir 15 jours en République dominicaine pour ses vacances, c'est un truc, en effet, ça existe plus, en fait, globalement, dans ce genre de scénario. De là à dire qu'il reste 0 avion pour un certain nombre d'usages, voilà, on n'en est pas là. Cela dit... Autrefois, on partait en bateau, quand même. Oui, mais après, c'est vrai que c'est pas le même type de voyage. Voilà, c'est-à-dire que quand on part longtemps.
Voilà, on part pas juste 2 semaines à l'autre bout de l'océan. Donc effectivement, ça pose la question de l'échelle, c'est-à-dire que la question de la mondialisation, où aujourd'hui en fait on est dans des flux permanents avec la possibilité de faire un aller-retour à l'autre bout du monde en l'espace d'une demi-semaine, juste parce qu'on a un rendez-vous de travail, etc. Là aussi, on fait l'hypothèse que c'est quelque chose qui n'est plus possible. Donc on est vraiment sur on a toujours, bien sûr, il y a toujours eu des relations internationales, mais évidemment, elles sont plus les mêmes. Aujourd'hui, on est dans la mondialisation, on est dans un système dans lequel on se rend compte que l'essentiel de ce qu'on consomme, ça vient de Chine, ou ça vient en gros des endroits où la main-d'œuvre est pas chère et où on peut se permettre de polluer allègrement, et donc ça nous pose a priori pas de problème. Et donc l'essentiel de notre bilan carbone, en fait, c'est ce que je disais, voilà, il est ailleurs. Et donc, si ça se transforme, on fait le pari plutôt d'avoir une espèce de coopération internationale qui consiste à dire on fait en sorte que chacun retrouve sa souveraineté. Et parce qu'aujourd'hui on est dans un système d'interdépendance où vous avez l'Arabie Saoudite qui nous fournit du pétrole et nous il faut qu'on lui fournisse soit du nucléaire, soit des armements, soit des céréales ou que sais-je. Et donc on est dans ce système d'interdépendance extrêmement qui peuvent être nocives. Et donc là on fait plutôt le pari de dire on fait en sorte tous ensemble de chacun retrouver un peu plus de souveraineté, de capacité d'autosuffisance en termes énergétiques, en termes alimentaires. Et donc, c'est pas qu'on n'a plus de relations, c'est que les relations sont profondément transformées en fait. Donc ça veut dire que vous ne pariez pas du tout sur la capacité ou de chercheurs, d'ingénieurs d'imaginer des avions solaires qui ne soient pas mangeurs de métaux rares, parce que admettons qu'on parvienne à ça. Qu'est-ce qui se passe ? On est aussi dans ces fictions-là. Alors on pense à Bertrand Piccard, par exemple, avec son avion. Voilà, mais oui. Et forcément, ce sont des modèles qui sont aussi dans les têtes. L'avion de Bertrand Piccard, il fait 1,6 tonne avec 400 kg de batterie et il transporte une personne de 70 kg à 60 km/h. Voilà, donc de là à remplacer un Airbus A380 avec des panneaux solaires, juste en fait, on n'est pas du tout dans ce modèle-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le modèle aéronautique tel qu'il existe ne sait pas exister autrement qu'avec le pétrole. Après, je dis pas qu'il y a pas d'évolution technologique, mais on se retrouve aujourd'hui confronté, pour m'intéresser aux questions de l'énergie, on se retrouve confronté toujours à ce questionnement. Quand j'ai fait des conférences sur l'après-pétrole, les moteurs à énergie libre, les moteurs à eau, les machins, en essayant d'imaginer qu'on pourrait trouver demain une énergie gratuite et illimitée pour tout le monde. Mais l'écueil en fait de cette hypothèse-là, elle réside dans le fait que l'énergie que l'on consomme, elle sert à détruire le reste du monde. C'est-à-dire que plus on a d'énergie et plus on va creuser des mines pour chercher des matériaux, plus on va aller couper des arbres pour avoir du bois, plus on va aller avoir des gros bateaux pour pêcher les poissons dans les océans. Et globalement, plus on consomme d'énergie et plus on va piller tout ce qui est à piller sur la planète. Et donc, si on avait une énergie encore plus illimitée que les énergies fossiles, ça serait en fait un drame pour tout ce qui existe sur notre Terre, quoi. C'est-à-dire qu'on a bien toutes les courbes d'extraction et de consommation de quelque matière que ce soit, ont suivi la même courbe que la consommation d'énergie dans le monde. Donc en tant qu'énergéticien, et c'est quand je fais des cours à des élèves sur les questions de l'énergie, je leur pose cette question philosophique. Si demain on trouvait une énergie gratuite et illimitée pour tout le monde, à votre avis, est-ce que l'humain serait suffisamment raisonnable pour se dire, vu que tout le reste est limité, je ne vais pas la consommer ? Voilà, donc ça se pose là en fait, et c'est un peu la réponse que je vous fais. Oui, mais vous comprenez en tout cas que la question soit dans toutes les têtes, non seulement du public, mais aussi de tous ceux qui effectivement s'imaginent et se projettent dans un monde de décroissance, de sobriété. Et c'est dans ce sens-là que je disais, c'est effectivement un modèle qui aujourd'hui est également renseigné, documenté, mais qui a encore du mal à franchir les étapes mentales de ce changement de vie complet. Agnès Sinaï. Ça risque d'être une contrainte. C'est pas forcément nous qui souhaitons un appauvrissement technologique. C'est une hypothèse. C'est une hypothèse du fait que la gabegie actuelle énergétique permet le système dans lequel on vit, et c'est quelque chose qui ne paraît pas durable. Ce que vous dites, ce sera une nécessité de toute façon face à l'effondrement. C'est une hypothèse, l'effondrement est une hypothèse sérieusement envisagée.
Et la décroissance civilisée est une réponse qui nous paraît plus pertinente que le chaos individualiste. Donc c'est pourquoi nous imaginons un modèle où il y aurait quand même un minimum de niveau de vie à partager entre chacun et donc de civilité. Autre question. Oui, la question que je me pose, moi, c'est qu'est-ce qu'on attend ? Sachant qu'aujourd'hui, la totalité de la planète a la politique de l'autruche. Donc, quelque part, la transition, elle va commencer quand ? Parce qu'en fait, la transition, elle va s'opposer à la catastrophe. La catastrophe, c'est quand ça arrive et qu'on n'a pas anticipé. Donc, la transition, elle va commencer quand ? Donc, étant donné cette politique planétaire de l'autruche, est-ce qu'il ne manque pas des scénarios intermédiaires pour dire, mais pourquoi y aurait-il un effondrement ? Qu'est-ce qui fait que nous avons aujourd'hui, bien sûr, cette idée-là, qui est une idée pour le moins saugrenue, mais que je partage bien évidemment. Mais comment la rendre, palpable, cette hypothèse d'effondrement ? C'est peut-être là qu'il faudrait être plus pédagogue par rapport à tous ceux qui n'arrivent pas à y croire. Et donc, font comme si ça ne pouvait pas advenir. Qui veut répondre ? C'est vrai que la question du palpable est une question hautement politique, parce que tant qu'on ne l'aura pas ressenti dans notre chair, effectivement, la réalité de l'effondrement, ça restera peut-être l'objet d'un déni. Mais cependant, les faits sont là. Les extrêmes de température ont déjà frappé la capitale. Il y a une chute des populations d'insectes extrêmement préoccupante, etc. Les rapports ne cessent de nous alimenter en informations. Mais effectivement, il y a une dissonance par rapport à ces faits. En sachant que certaines zones géographiques et certaines populations sont d'ores et déjà atteintes directement et qu'il y a ce phénomène de migrants du climat qui se passe, alors certes pas encore chez nous, mais de par le monde. On a une vraie difficulté à trouver les bons mots. Pour nous, c'est un peu une chance de pouvoir présenter aussi un scénario comme celui-là, où quelque part, ça permet aussi de présenter une vision. Voilà. Mais bon, moi, aujourd'hui, je travaille dans un conseil régional et pour tout vous dire, ça évolue un petit peu. C'est-à-dire que la question de transition écologique, on va dire qu'il y a 10 ans, c'était un mot, il ne fallait pas le dire, quoi. Voilà, ça n'existait pas. Aujourd'hui, tout le monde dit la transition écologique. Pour les élections municipales, vous n'allez pas avoir quelqu'un qui va se présenter aux élections sans parler de transition écologique, sinon ça ne marche pas. Qu'il soit de gauche, de droite, de n'importe quoi, tout le monde... Bon. Mais quand on commence à parler de résilience, de vulnérabilité, de catastrophe, ça devient compliqué. Parler de transition, c'est encore un truc sympa. Voilà, on peut parler de croissance verte, on peut parler de... on va remplacer le pétrole par des éoliennes, des machins, des trucs. Bon. Mais parler de résilience et de vulnérabilité et de se préparer à des chocs, on a un vrai problème en fait qui se situe dans où je trouve le bon discours entre le faire trop peur et le pas assez peur. Avec le trop peur qui a tendance à bloquer un petit peu dans le fait de se dire c'est foutu, de toute façon, il n'y a plus rien à faire, et puis le pas assez peur en disant on a le temps de voir, etc. Et c'est toujours extrêmement délicat de trouver les bons mots. Parce qu'en plus, chacun a une capacité aussi d'acceptation en fonction de son histoire, de sa culture, de ce qu'il a vécu. Et typiquement, on parlait des territoires qui, justement, vivaient aujourd'hui peut-être dans déjà ces niveaux-là. Il y a des territoires comme Cuba qui ont vécu des effondrements avec l'embargo pétrolier, donc avec une vraie difficulté où les gens n'avaient plus rien à manger, etc. Et qui ont eu un processus de transformation profond du modèle agricole, etc. Et d'autres territoires où ça ne se passe pas de la même manière, où donc du coup il n'y a pas la résilience ne se fait pas de la même manière. Donc on voit que face à ces événements-là, on peut avoir aussi différentes manières de se comporter. Et donc nous, l'hypothèse qu'on formule, c'est en effet de se dire il faut qu'on devienne résilient avant que ça survienne, mais la question c'est que pour ça il faut accepter notre vulnérabilité, parce qu'après tout une catastrophe ne survient que si on associe un aléa avec une vulnérabilité. Et si vous avez un aléa mais que vous n'êtes pas vulnérable, il n'y a pas de catastrophe. Et donc le problème c'est que tant qu'on reste dans cette vulnérabilité, les aléas qui surviennent avec le changement climatique, la biodiversité, etc., vont provoquer des catastrophes, et c'est ça qui risque d'être un petit peu difficile à vivre. Alors il faut préciser peut-être qu'en France, il y a
quelques villes, villages qu'on peut citer aussi, hein, Trémargat en Bretagne, Ungersheim en Alsace, on pense à Mouansartou. Enfin, il y a des tentatives, mais ça reste aussi à des échelles qui sont de petites échelles. Mais voilà, bon, ce sont peut-être des laboratoires d'expérience, je ne sais pas comment on peut les appeler, mais ce n'est pas non plus resté au stade de scénario. Donc il y a ces tentatives-là, pratiques, qu'on pouvait au moins mentionner pour la France. Voilà. Autre question ? Merci. Moi, je serais un peu plus positive parce que j'entends de plus en plus parler justement de collapsologie. J'ai assisté à beaucoup de conférences de Pablo Servigne qui commencent à être bien connues. Donc déjà, je trouve que c'est bien. Après, est-ce que c'est assez pour aller vite, pour vraiment se transformer vite ? J'aurais une question, c'est par rapport au nucléaire et par rapport aux éoliennes parce que en fait, on a beaucoup dit les énergies renouvelables, c'est bien pour lutter contre le fossile, mais en fait, elles sont elles-mêmes conçues à partir de métaux rares, elles sont elles-mêmes porteuses justement de mauvaises conditions de travail et de destruction de la nature. Et quant au numérique, on voit aussi que certains endroits de la planète, comme les Rocheuses aux États-Unis, sont complètement décapités et qu'on retourne au charbon pour alimenter tous les data centers et tout ça. Comment remplacer, enfin peut-être pas remplacer ces énergies, mais comment faire, au moins dans un premier temps. Et vous avez posé la question du nucléaire, d'ailleurs, qui souvent est présentée comme cette énergie aussi renouvelable, même si elle n'est pas résiliente, de par aussi la gestion des déchets, hein, pour les générations futures, et puis aussi les risques de catastrophes naturelles en augmentation et qui peuvent poser des problèmes et faire revivre des épisodes comme des catastrophes comme Fukushima notamment. Benoît Thévard, vous voulez répondre ? Il y aurait énormément de choses à dire sur le sujet. Moi, j'habite en région centre, 4 centrales nucléaires. Dans un rayon de 70 km autour de chez moi, j'ai 3 centrales nucléaires. Bon, sur le sujet de ma résilience personnelle, j'avoue que je ne suis pas hyper rassuré. Hein. Parce que la plupart des centrales nucléaires vont arriver au bout de leur 40e année de fonctionnement et qu'on va se retrouver dans ce que Negawatt appelle l'effet falaise, c'est-à-dire ce moment où toutes les centrales, l'une après l'autre, vont arriver à la fin de vie qui était prévue pour un certain nombre des matériaux qui les composent. Et donc, il y a bien sûr la question des déchets dans un fonctionnement classique, mais il y a qu'est-ce qu'on va faire de ces machins-là et surtout comment on arrive, est-ce qu'on est capable, et je pense que non, mais est-ce qu'on est capable de gérer de manière sécurisée un parc nucléaire dans un monde qui se retrouve dans des difficultés à la fois économiques, énergétiques, alimentaires, climatiques. Juste pour une petite information, la Loire, cet été, pour la première fois, avait un niveau 0, un débit 0 à Orléans au mois d'août, s'il n'y avait pas eu les barrages qui avaient soutenu un peu l'étiage pour alimenter les centrales nucléaires. Donc en débit naturel, on était à 0 au mois d'août à Orléans. Il y a 4 centrales nucléaires sur la Loire, c'est 20% de la puissance électrique nucléaire de France. Par rapport au changement climatique, ça pose quand même un certain nombre de sujets. Et donc, on se rend compte qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire, tout va encore bien. Est-ce qu'on peut se permettre d'attendre que éventuellement les choses se dégradent pour se dire on va peut-être commencer à s'inquiéter des centrales nucléaires en sachant que les quelques réacteurs qui ont été arrêtés, on n'est pas capable de les démanteler parce qu'on ne sait pas comment les refroidir et qu'on se dit peut-être à la fin du siècle. Donc on a déjà le sujet de qu'est-ce qu'on fait avec les réacteurs actuels avant de savoir si on en construit d'autres. Et donc du coup, en effet, la question, un certain nombre d'experts ou de scientifiques disent ça sert à rien de mettre des éoliennes pour remplacer le nucléaire, ce qui compte c'est de remplacer le pétrole et le gaz, et de fait c'est 2/3 de l'énergie qu'on consomme, le pétrole et le gaz, et donc les éoliennes ne remplacent pas le pétrole et le gaz, donc de toute façon c'est pour ça c'est pour ça qu'on arrive à des scénarios aussi assez radicaux, c'est qu'on sait très bien qu'on ne peut pas avoir la même quantité d'énergie. Donc Negawatt dit en divisant par 2 on arrive à quelque chose de cohérent. Nous on dit il faudra probablement diviser par un petit peu plus. Mais voilà en gros ce que je peux dire sur le sujet. Des questions ? On peut encore s'accorder quelques minutes. Attendez, on va vous donner le micro pour que tout le monde en profite.
Oui, est-ce que ça ne serait pas tout simplement, vous parlez de tous ces scénarios aussi, d'arrêter le gâchis et puis faire des économies? Ça serait quand même plus facile, parce qu'il y a beaucoup de gâchis et tout ça. Si on arrivait, je pense qu'on pourrait diminuer, enfin pour la voiture, pour tout, de toute façon, il y a un énorme, enfin je pense qu'il y a un grand gâchis, notamment, on le voit dans l'alimentaire et tout ça. Et donc en faisant ça, il me semble que c'est ça qu'il faudrait commencer par là, à mon avis. Je crois que c'est ce qui rentre déjà dans les scénarios. Hein. C'est la sobriété et c'est éviter le gâchis. C'est aussi éviter, par exemple, la pollution lumineuse. Quand on voit, vous parliez de la défense, Agnès Sinaï, des bureaux qui restent allumés toute la nuit. Oui, et normalement, il y a une législation, une politique et un contrôle, ne serait-ce que les devantures de magasins, mais je crois qu'il n'est pas appliqué. Oui. Éventuellement des restrictions comme il y a eu, je sais pas, dans une période. Si ça fait partie des programmes classiques de transition. On nous parle d'efficacité énergétique, d'économie circulaire, etc. Bon, mais il y a un problème, un hiatus entre le système global qui prône la croissance, le capitalisme, l'étalement, etc. Il y a un vrai problème de dissonance entre ce modèle croissanciste et la notion, oui, on va faire des économies, bien sûr, mais c'est comme l'effet rebond dont tu parlais. Les voitures qui consomment moins, on va faire plus de kilomètres avec, etc., etc. Donc la question n'est pas seulement la question de l'efficacité, c'est vraiment la question de réformer l'ensemble du système dans un sens beaucoup plus cohérent, intégré, systémique, avec toutes les composantes à la fois, pas seulement énergétiques, mais agricoles, comportementales, sociologiques, etc. C'est compliqué, mais c'est aussi beaucoup plus intéressant que la pensée actuelle qui fonctionne par silos purement techniques, et on n'y arrive pas comme ça. Voilà. Plus de questions ? Écoutez, on va remercier nos invités, donc Benoît Thévard, Agnès Sinaï, merci beaucoup. Je précise à nouveau que toutes les informations, tous les liens sont à retrouver à la fois sur le site de Momentum, sur le site de la BPI. Vous pouvez aussi bénéficier de l'ensemble des conférences qui sont enregistrées, donc à disposition. Et puis pour ceux autour de vous qui auraient aimé assister et qui ne pouvaient pas assister, voilà, ils peuvent aussi écouter sur les moyens modernes, Internet, désolé, on les a encore, mais bon, si c'est pour diffuser l'information et sensibiliser, on va s'en réjouir. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Et on vous invite, pour prolonger toute cette réflexion, au prochain atelier organisé dans le cadre du cycle Vivre durable. Cet atelier aura lieu jeudi prochain à 18h. Il vous propose de réaliser votre bilan carbone avec un outil qui s'appelle Micmac. C'est l'occasion ou jamais d'essayer et de voir quelles sont les pistes pour améliorer ce bilan. Merci, très bonne soirée à tous.